Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. C'est parti pour les vraies voix de la politique à 19h28 sur Sud Radio 0826 300 300 pour débattre, pour réagir, pour débattre avec nos vraies voix ce soir. Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Son livre Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Iridium. Et puis Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, c'est aux éditions Salvator. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nicolas, bonsoir Frédéric. Alors, entrons dans le vif du sujet. Éric Zemmour qui accumule en ce moment les ralliements depuis quelques jours, des trophées, des prises de guerre, le LR, Guillaume Pelletier, le RN, Jérôme Rivière, Damien Rieu qui a travaillé au Rassemblement National très proche de Marion Maréchal. Et puis ce week-end, alors la cerise sur le gâteau, Gilbert Collard. Tiens, écoutez ce que déclarait Éric Zemmour, c'était jeudi dernier. C'est exactement ce que j'incarne, c'est-à-dire l'union des droites. L'union des droites du RN jusqu'à LR, l'union des droites que Marine Le Pen ne peut pas faire car les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. L'union des droites que Mme Pécresse ne veut pas faire car elle est dans la logique chiracienne du cordon sanitaire. Donc je suis au milieu et moi je peux faire le grand rassemblement du peuple de droite. Alors, Pelletier, Rivière, Rieu, Collard, Éric Zemmour, peut-il faire le grand rassemblement du peuple de droite? Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez voter sur la chaîne YouTube et puis vous nous appelez, évidemment. Je vous redonne le numéro du standard de Sud Radio, c'est Haute qui vous attend, 0826 300 300 au Rassemblement National. Alors, on tente en ce moment de minimiser l'impact des transferts politiques. Le phénomène Zemmour est passager, dit-on là-bas. Marine Le Pen doit s'inquiéter ou pas, Nicolas Corato? Je sais pas. Ce qu'on remarque, c'est que l'extrême droite, finalement, ou la droite hors les murs, comme on l'appelle, c'est un mouvement politique comme un autre. C'est-à-dire que ce sont des politiciens. On avait parlé pendant des années de la gauche la plus bête du monde. Ouais. Les Français avaient la droite la plus bête du monde. Peut-être qu'ils ont l'extrême droite la plus bête du monde. Ouais. Voilà un camp qui est aux portes du pouvoir, qui est peut-être majoritairement idéologiquement majoritaire dans le pays, et qui se divise, qui se combat lui-même et qui peut-être s'atomise. C'est très intéressant de voir que finalement, chez ces gens d'extrême droite, les réflexes sont les mêmes que chez les vieux politiciens qu'ils ont critiqués pendant des années. Tous ces gens sont finalement des vieux politiciens. Qu'est-ce qu'on se dit, Frédéric Sinclair, au RN on ne gagnera jamais avec Marine Le Pen, et puis elle est devenue un petit peu trop douce. C'est peut-être pour ça qu'on bascule chez Éric Zemmour, non ? Non, je crois pas. Il y a plein de choses en fait qui sont en train de se passer en ce moment à droite, enfin, du côté de la droite radicale. Il y a premièrement un mythe, le mythe de l'union des droites qu'il faut, à mon avis, casser. Il y aura pas d'union des droites et Éric Zemmour en ce moment est bien en train de faire quelque chose. Il y a bien un phénomène Zemmour, on en a déjà parlé, mais c'est pas l'union des droites. D'un point de vue théorique, je vous ramène juste à cette petite trisection des droites opérée par René Raymond dans les années 50, droite bonapartiste, droite légitimiste et droite orléaniste. Tout le monde connaît ça par cœur. Bon. Globalement, le bonapartiste Zemmour ne fera jamais union avec l'orléaniste Pécresse et même l'orléaniste Macron, j'aurais tendance à dire. Donc, il y a pas d'union possible. C'est-à-dire que c'est bien pour ça que René Raymond a opéré cette trisection, parce que ces catégories représentent une culture politique et même plus que ça, même un rapport, une conception de la société. Et elles ne sont pas toutes assimilables. En revanche, Éric Zemmour a proposé une offre nouvelle. Il a posé la question de la civilisation, saluée même par Michel Onfray. Ça ne veut pas dire qu'il approuve les réponses qu'Éric Zemmour donne, mais que la question qu'il pose est importante, la question de la survie de la civilisation française. Et donc cette question-là, il entend y répondre à sa manière, mais en tout cas, le fait de poser cette question-là, ça ouvre un nouveau champ à droite. Et donc forcément, ça crée des ralliements. Ouais. Et puis c'est une start-up. Et une start-up, ça crée des ralliements aussi. Il y a des personnes qui étaient cornerisées à LR. C'est le cas de Pelletier. Et puis aussi au Rassemblement National, c'était le cas notamment de Gilbert Collard, qui a été un petit peu déçu de la façon dont se sont passées les régionales, dans la façon dont s'est passée la recomposition du parti. Vous avez vu que Louis Alliot avait aussi des attentes et puis qu'elles ont été déçues. Bon, probablement que lui, ça ne sera pas suffisant pour lui faire quitter le RN, mais on sent bien qu'il y a des frustrations. Marine Le Pen n'est pas suffisamment ouverte. Son père, bizarrement, était beaucoup plus dur vis-à-vis de ces thématiques
d'immigration, etc., que Marine Le Pen, mais dans sa façon de gérer le parti, il était beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert. On pouvait cohabiter. On ne cohabite pas chez Marine Le Pen. Et donc ça frustre. Et donc quand ça frustre trop, on s'en va. Ouais. Donc Éric Zemmour, il bénéficie de ça. Bon, mais est-ce que les cadres du Rassemblement national se disent vraiment qu'avec Zemmour, on peut peut-être gagner ? Nicolas Corrado, est-ce qu'il le pense vraiment, ou est-ce qu'il voit à long terme peut-être un parti qui s'étoffe avec plus de députés à l'Assemblée nationale ? Ce qui est paradoxal, c'est que ces départs arrivent aujourd'hui, alors qu'on les aurait plus facilement imaginés il y a 4-5 mois, quand Éric Zemmour caracolait dans les sondages, alors que la dynamique s'est considérablement inversée. On va voir dans les prochaines semaines comment ça va se passer. Mais il y a quand même cette idée d'un parti à prendre. Frédéric parle de start-up, je peux reprendre cet exemple. Il y a un moment où les start-up attirent les cadres des entreprises traditionnelles qui se disent qu'il y a un nouveau champ, un nouveau territoire à prendre. C'est assez tentant quand vous végétez dans un parti depuis des années et qu'on ne vous offre pas telle ou telle perspective. Donc il y a aussi des choix de carrière qui s'opèrent. Guillaume Pelletier, aujourd'hui, il est vice-président de la start-up. Il n'était pas vice-président des Républicains. Il l'aurait peut-être jamais été. Donc il y a des opportunités qui sont aussi des carrières et des trajectoires humaines, personnelles qu'il faut voir. Après, politiquement, c'est quand même un sacré défi aujourd'hui, un sacré pari que de se lancer, que de quitter le Parlement européen comme Jérôme Rivière, même si je pense qu'il va garder son mandat jusqu'à la fin, ça je lui fais confiance, pour aller tenter l'aventure chez Éric Zemmour. Une aventure, et c'est peut-être là où on aura un différend avec Frédéric, une aventure qui va quand même se terminer au premier ou au second tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que, contrairement... Et qui ne va pas se poursuivre en juin ? Je pense que le Rassemblement national a suffisamment d'assises locales pour ne pas basculer dans une guerre fratricide avec le parti Reconquête après les élections présidentielles. Je pense que le parti Reconquête est lié indubitement au positionnement et au parcours d'Éric Zemmour dans cette présidentielle. D'accord, donc qu'est-ce qui peut se passer, Frédéric Sinclair, en juin un parti RN/Reconquête, par exemple, on peut l'imaginer ? On peut s'entendre après les présidentielles d'avril ? Marine Le Pen et Éric Zemmour, est-ce qu'ils peuvent s'entendre ? La question du deuxième tour, de la forme du deuxième tour, va être décisive. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Éric Zemmour, si Marine Le Pen, qui est la mieux placée, était finalement au deuxième tour, alors à ce moment-là, beaucoup pensent que Éric Zemmour ne rallierait pas Marine Le Pen, en tout cas n'appellerait pas à voter pour elle. Je ne suis pas si certain que ça. Si jamais c'était le cas, il y aurait guerre ouverte, fratricide. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, j'ai l'impression que de là où je regarde, on est parti sur une guerre de long terme. C'est-à-dire que Éric Zemmour est en train de tracer une voie alternative au Rassemblement national. Globalement, il est en train de nous dire le Rassemblement national est périmé et j'ai vocation à récupérer ses cadres et ses électeurs. Et si on le prend au pied de la lettre, ça veut dire qu'en juin, il y aura effectivement deux partis sur les rails et qu'il n'y aura pas d'alliance et qu'à ce moment-là, eh bien, comme le Rassemblement national a 2 députés à l'Assemblée, si ça se reproduit à l'identique, ça veut dire qu'ils vont se partager 2 ou 3 sièges. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement compliqué pour un parti neuf de venir contester un parti déjà en place qui lui-même n'a que très peu de députés. Donc ça veut dire que pour ces partis de la droite radicale, les législatives peuvent s'annoncer sanglantes. Alors, Éric Zemmour peut-il faire le grand rassemblement du peuple de droite, comme il l'a dit la semaine dernière, 0826 300 300. Arnaud est avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Arnaud, bienvenue, vous nous appelez du Morbihan. Alors bon, Arnaud, vous êtes un ancien électeur du Rassemblement national ? Oui, tout à fait. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous allez voter pour Éric Zemmour ou est-ce que vous pensez voter pour Éric Zemmour en avril ? Oui. Bien sûr, si vous voulez, il y a une dynamique qui est actuellement en cours et qui séduit énormément tout l'appareil militant du RN. Moi, je regarde sur mon département le 56, le Morbihan, la quasi-totalité des structures existantes du RN
ont rejoint Reconquête. Une conseillère municipale, Agnès Richard, a rejoint Reconquête, et tout le secrétaire départemental a rejoint aussi Reconquête. Donc on s'aperçoit qu'il y a une dynamique vers M. Zemmour qui apporte un vent neuf sur le paysage politique actuel. Qu'est-ce qu'il dit de plus, Éric Zemmour, que Marine Le Pen? Pourquoi vous avez quitté le navire? Pourquoi vous ne votez plus pour Marine Le Pen, Arnaud? Je vote plus pour Marine Le Pen parce qu'il y a trop d'échecs. Si vous voulez, le dernier, elle ne s'est jamais opposée. Elle s'est opposée une dernière fois avec les Gilets jaunes, très peu, très timidement. Puis après, on ne l'a pas vue avec la crise sanitaire, les confinements, inconnus au bataillon. Donc, si vous voulez, on attend d'une opposante qu'elle s'oppose. C'est la moindre des choses. Voilà. Or, elle ne s'est pas opposée. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en mettant un gilet jaune derrière son pare-brise, en rentrant dans la cour de l'Élysée pour rencontrer M. Macron, mais c'était à l'automne 2019, donc vous voyez, je veux dire, après on ne l'a plus entendu. Ouais. Alors Arnaud, je vous coupe, c'est intéressant ce que dit Arnaud quand même, Nicolas Corato. Finalement, voilà, les électeurs du Rassemblement National, et vous n'êtes pas le premier à le dire, ont été déçus que durant 5 ans on n'ait pas entendu Marine Le Pen, ou alors très peu. Oui, alors, votre éditeur dit deux choses. Il dit que sa première déception, c'est d'abord l'échec. Oui. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'a pas réussi à transformer l'essai d'une extrême droite de gouvernement, ou en tout cas qui puisse accéder au pouvoir, quels que ce soit les pouvoirs locaux avec les régionales ou le pouvoir national, bien sûr, avec son débat raté entre les deux tours. Et puis ensuite, il y a cette idée qu'elle est devenue un peu trop sage au goût d'un certain nombre de ses électeurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que si vraiment les électeurs de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, anciennement de Marine Le Pen, nouvellement d'Éric Zemmour, ont envie d'aller au-delà de l'échec et de réussir, il y a un moment où il faut qu'ils se posent les mêmes questions que les autres. C'est-à-dire les questions de l'union. Comment est-ce qu'on arrive unis à une élection? Parce que ce qui est certain, et Frédéric le disait, je partage cet avis, c'est que s'il y a une guerre fratricide à l'extrême droite, il n'y a aucune chance que le second tour soit une réussite. C'est-à-dire que l'extrême droite aujourd'hui, les électeurs de l'extrême droite, arrivent au scrutin en jouant perdant. Et ils jouent perdant parce que leurs dirigeants sont incapables de faire un accord de gouvernement pour pouvoir arriver ensemble au pouvoir. Donc finalement, il ne faudrait pas que dans cette élection, de manière assez paradoxale, il y ait plus de mouvements d'union à gauche, pardon de parler pour ma paroisse, qu'à l'extrême droite ou à droite, là où on pense quand même que jusqu'à présent, les jeux étaient faits. Il faut faire attention d'ailleurs à ça, à voir où sont la division et le désordre et les guerres fratricides. Donc, pardon d'en profiter un tout petit peu, mais oui, il y a un vrai sujet. L'extrême droite, si elle veut arriver au pouvoir, doit travailler sur l'union. Ouais. Donc finalement, Frédéric Sinclair, Emmanuel Macron profite de la désunion à gauche, maintenant de la désunion à l'extrême droite. Oui, en réalité, la mécanique, j'allais dire la mécanique macronienne est celle de la solution de la personne en place au centre. Et globalement, on sait que de gouverner au centre, c'est quand même profitable parce que la pyramide des âges et la pyramide politique habituelle, c'est-à-dire que celle des modérés, facilite les gouvernements au centre. On a tendance à rejeter sur les extrêmes les partis qui sont contre le système, entre guillemets. Là où il y a une petite spécificité sur la droite radicale, c'est que Éric Zemmour a une stratégie un peu différente de celle qu'a eue Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est occupée de son parti politique et elle a essayé de le normaliser pendant toutes ces années, c'est-à-dire qu'elle avait bien conscience d'être à l'extérieur de la ligne rouge qui a été tracée par Jacques Chirac et qui séparait les infréquentables du FN à l'époque, et elle a essayé de le normaliser pour revenir dans la droite républicaine. Éric Zemmour ne fait pas ça du tout. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il veut effacer cette ligne-là. Il dit en réalité, cette ligne rouge qui a été tracée par Jacques Chirac est idéologiquement une aberration et politiquement mortifère, donc je vais l'effacer. Donc il n'y a plus de différence, on ne peut plus nous qualifier d'extrême droite. Je suis moi un républicain, et en fait tout le monde est républicain, le RN qui a été disqualifié est aussi républicain, venez tous à moi, je peux arriver à faire ce que les autres ne font pas. Donc vous voyez que la stratégie, en réalité, de l'union entre guillemets, se fait, mais elle se fait autrement. On est vraiment sur de l'alliance qui efface les marquages politiques d'hier. Arnaud, vous allez donc voter pour Éric Zemmour, vous nous l'avez dit. Vous croyez en sa victoire pour l'instant? Alors bon, les sondages sont ce qu'ils sont, mais depuis quelque temps, il est clair qu'il stagne à 12,5%, 13,5%, Éric Zemmour.
Oui, clairement, mais vous remarquerez que les sondages portant Marine Le Pen juste derrière M. Macron montent inversement proportionnels au ralliement de M. Zemmour. Donc on a l'impression que les sondages soutiennent artificiellement, entre guillemets, j'en sais rien, la candidature Marine Le Pen, alors que M. Zemmour, lui, travaille dans le dur et voit tous les jours, quasiment depuis quelques jours, des ralliements importants. Donc, si vous voulez, c'est dans l'action qu'on peut gagner. Moi, je crois dans la victoire de M. Zemmour, alors que les sondages, on sait très bien que les sondages avec M. Trump aux États-Unis, on a vu ce que ça donnait. Donc, je ne crois pas les sondages, je crois la réalité des ralliements que l'on voit de semaine en semaine. Et cette union des droites, à mon avis, elle est en train de se réaliser. Voilà. Bon. C'est mon point de vue. Et si Éric Zemmour a ses parrainages, évidemment, puisque je crois qu'à l'heure actuelle, il en a 350, il lui manque quand même 150 parrainages. On va se retrouver dans quelques instants. Merci Arnaud, merci d'avoir débattu avec nous. Le petit entretien entre l'ancien président François Hollande et des lycéens de Saint-Denis. François Hollande qui a laissé planer un petit doute sur une éventuelle candidature. On en parle dans une poignée de minutes avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. Et puis vous, évidemment, continuez de nous appeler 0826 300 300. Candidat, pas candidat, François Hollande, on en débat dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Retour des vraies voix de la politique sur Sud Radio avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec le politologue Frédéric Sinclair et François Hollande, donc, qui a rencontré des lycéens de Seine-Saint-Denis, à qui il a dit ceci. Pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça va pas bien, c'est vrai que on pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. J'ai les mêmes idées qu'avant, donc je continue à les défendre. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle. Et voilà, François Hollande fait passer quelques petits messages, mais concrètement, François Hollande va-t-il se présenter à l'élection présidentielle? Tiens, on écoute la suite. Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt? Je vais en tout cas prendre la parole bientôt. Alors, que peut dire François Hollande? Une candidature appelée à l'unité, pesée dans le débat présidentiel. Tiens, Frédéric Sinclair, qu'est-ce qu'il peut dire François Hollande? Vous vous rappelez ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy quelques années auparavant? Il avait dit la situation n'est pas bonne, la droite n'arrive pas à se recomposer correctement, elle n'arrive pas à faire émerger un leader, donc je dois revenir. Quelque chose m'appelle parce que j'ai été aux responsabilités, et parce que j'ai été aux responsabilités, j'ai la compétence, j'ai la légitimité nécessaire, suffisante pour être celui qui va rassembler finalement. C'est-à-dire que cette multiplicité de candidats, finalement, ont tous le même défaut, c'est qu'ils ont tous un niveau de légitimité à peu près égal et insuffisant. Or, moi, ancien président, je l'ai. Et je pense que son discours pourrait être calqué sur celui-là. Simplement, c'est l'objectif, à mon avis, qui est peut-être pas le même. Il y a des petits bruits qui couraient, vous savez, dans le milieu parisien, avant les fêtes de Noël, et qui évoquaient un François Hollande toujours autant agacé par l'attitude d'Emmanuel Macron, et une candidature Hollande pourrait ramener à lui pas seulement les électeurs déçus de la gauche, mais surtout ceux qui ont été tentés par l'aventure Macron et qui auraient été déçus. Et donc ça pourrait en réalité manger quelques points à Emmanuel Macron et le faire baisser dans les sondages. Et un esprit malveillant tel que le mien pourrait y voir une façon de prendre sa revanche. Donc vous pensez, d'accord, que dans l'esprit de François Hollande, il sait très bien qu'il ne gagnera jamais l'élection présidentielle, mais il pense qu'il peut faire perdre Macron, Nicolas Corato. Alors, il est joueur, François Hollande. La pensée de Frédéric est encore plus complexe que celle d'Emmanuel Macron, donc j'ai du mal à suivre. Mais il y a deux choses. D'abord, François Hollande dit je vais bientôt prendre la parole. Mais quand a-t-il cessé de la prendre? Autant je reconnais à Nicolas Sarkozy une forme de traversée du désert et de cure de parole avant effectivement d'apparaître comme l'homme nouveau de la droite pour la primaire de 2016, autant François Hollande n'a jamais cessé de parler. Donc la parole de François Hollande, elle est à très haute intensité depuis quasiment qu'il est parti du perron de l'Élysée. La deuxième chose, c'est qu'il commence son intervention en disant « comme ça ne va pas bien ». Mais pourquoi ça ne va pas bien à gauche? Qui a refusé l'obstacle en 2017. Qui a refusé? Il a regretté. Mais très bien, mais qui a refusé de se présenter? Et
pourquoi est-ce que la gauche, depuis, court après son unité, court après un programme, court après un projet? Parce que, à cause de François Hollande, elle n'a pas eu l'occasion de faire le bilan d'un quinquennat qui appelle un bilan important, parce que dans ce quinquennat, il n'y a pas que des choses achetées. Je pense qu'à gauche, il y a de quoi aussi se relever de ce quinquennat et d'en faire des choses positives. Donc oui, effectivement, François Hollande est peut-être le plus mal placé pour donner aujourd'hui un avenir et un futur à la gauche. Et moi, je me rends compte, quelle que soit la qualité qu'on peut donner à chacun des candidats, c'est qu'il y a des candidats qui vont à la présidentielle, il faut les respecter, il faut peut-être parfois les aider. Un mot pourrait les aider. Il y a des initiatives à gauche qui tentent plus ou moins de réparer les dégâts. Et les dégâts, il en est en partie comptable, François Hollande. Je pense à la primaire populaire. Moi, je préférerais entendre François Hollande se dire satisfait de ces initiatives, avec de l'énergie, avec des jeunes qui sont derrière, plutôt qu'à chaque fois de ramener tout ça c'est peut-être ce qu'il va faire. À sa personnalité. Mais bien sûr, j'en suis certain. C'est bien son genre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne crois absolument pas que quand on a refusé l'obstacle, et quand on est comptable, non pas de son bilan, encore une fois que moi je pourrais qualifier de positif, je serais minoritaire sur votre antenne pour le faire, mais quand on a refusé l'obstacle et donc qu'on est comptable de l'état politique de la gauche, quand on a un Premier ministre, un ancien Premier ministre comme Manuel Valls, qui appelle aujourd'hui quasiment à voter pour Valérie Pécresse, quand on en est arrivé là politiquement, je pense qu'on peut laisser les gens qui ont récupéré les dégâts, qui ont récupéré le chantier, travailler un peu dans la solennité, et que si on a un minimum de dignité, on les laisse tranquilles. Alors, tiens, vous compariez avec Nicolas Sarkozy qui était revenu en 2016 en disant il faut que je sauve la France, que je revienne dans ma famille politique, enfin qui a un nouveau chef. À l'époque, Nicolas Sarkozy, il était quasiment sûr, entre guillemets, de remporter la primaire et donc d'être candidat. Là, François Hollande, je ne sais pas s'il a le même sentiment, Frédéric Sinclair, que Nicolas Sarkozy. Il sent bien que s'il se déclare candidat, ça va être extrêmement compliqué. Et il y a une jurisprudence Sarkozy, vous avez bien fait de le mentionner, c'est qu'il était quasiment sûr de la remporter, il s'est retrouvé 3e, c'est-à-dire qu'il n'était même pas au second tour. Ça a été une disqualification, mais incroyable. Et bénéfice pour Sarkozy par rapport à Hollande, c'est qu'il était et il reste encore extrêmement populaire au sein de sa famille politique. En tant qu'ancien président, sa parole est écoutée. Il a discuté avec Emmanuel Macron un nombre de fois incalculable. Il a même dit Macron, c'est moi en mieux. Enfin, je veux dire, on a eu droit à un festival sarkozyste pendant toutes ces années. On continue de le prendre en tant que référence. C'est pas du tout le cas Hollande. Vous avez vu ce que disait Nicolas Corato. Je ne dirais pas mieux. C'est-à-dire que moi, je ne chercherais pas à sauver son bilan. Mais en revanche, je suis d'accord pour dire qu'il est comptable des échecs. Et ces échecs-là sont avant tout politiques, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement des divisions au sein de sa majorité, mais des divisions profondes au sein de sa majorité pendant son quinquennat, mais il y a eu, j'allais dire, une espèce de mécanique du grotesque qui s'est mise en place à la fin de son quinquennat et qui a fait mettre en première ligne une désunion qui a profité à un Benoît Hamon qui s'est retrouvé à 6%, qui a tué le PS, qui a été obligé de vendre Solferino. Enfin, je veux dire, on est arrivé dans une déconfiture absolument lamentable. On ne peut pas penser qu'un président de la République, imaginez Mitterrand faire la même chose, mais c'est impensable. Donc, on voit bien qu'en réalité, la figure de François Hollande, qui est une figure sympathique par ailleurs, mais la figure de François Hollande, politiquement, pose problème à gauche pour une raison toute simple, c'est qu'elle n'est pas situable. En réalité, elle ne permet pas aujourd'hui d'apporter de la clarification. Or, il y a besoin avant tout, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, la gauche a besoin de clarification. Elle a besoin de mettre les choses sur la table et de décider quel est le chemin désormais. Et ça se fait à travers éventuellement des primaires, mais ça se fait aussi à travers des débats. Ça se fait à travers des discussions ouvertes, ça se fait à travers des tribunes, ça ne se fait pas à travers une candidature qui serait de toute façon de témoignage. Alors, justement, j'allais venir, Nicolas Corato. Admettons que François Hollande se présente à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça changerait à gauche ? Est-ce qu'on aura un Mélenchon toujours aussi fort, une Hidalgo toujours aussi faible ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je pense que ça ne changerait pas radicalement les choses. D'abord, la situation de la gauche, elle est très difficile aujourd'hui. Elle est très délicate politiquement pour toutes les raisons que Frédéric a rappelées. Moi, je continue à penser que la gauche, au-delà de la clarification, a besoin d'incarnation. Je ne suis pas sûr que ce soit François Hollande qui incarne aujourd'hui une figure tutélaire à gauche. Et on verra ce que donnera la primaire populaire. Je ne veux pas... mais je pense que... Il n'y a pas le nom de François Hollande dans cette primaire populaire. Non, il n'y a pas le nom, mais je pense qu'aujourd'hui, dans une grande partie de l'électorat de gauche, le nom de Christiane Taubira est bien plus populaire que celui de François Hollande.
Et ça, c'est une réalité. Je pense même que le nom de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon est bien plus populaire dans le peuple de gauche, dans ses variantes, dans ses nuances, que celui de François Hollande. Donc Parce que rappelons lors de son quinquennat et surtout vers la fin, il était quand même assez détesté, François Hollande. Mais alors on dit qu'Emmanuel Macron était pas le président, nécessairement, pas nécessairement dans son propre camp. Oui. Et il avait face à, mais aujourd'hui, pourquoi il y a un rejet de François Hollande à gauche? Parce qu'il ne s'est pas présenté. Je reviens là-dessus. Ouais. Parce qu'il n'a pas voulu passer l'obstacle, parce qu'il n'a pas voulu prendre sa responsabilité. Et que si aujourd'hui Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est parce que François Hollande a renoncé à exercer sa responsabilité politique de président sortant, qui devait nécessairement aller défendre son bilan, quel qu'aurait été le résultat, même s'il avait été humiliant. Vous pensez qu'il aurait été réélu, François Hollande? Je n'en sais rien, on peut rien dire. Mais au moins, ce que je sais, c'est que la gauche aurait pu se remettre de l'échec électoral de François Hollande. Mais comme cet échec où cette sanction, où ce succès n'a pas eu lieu, la gauche est perdue depuis 5 ans parce que ce bilan a été impossible. Et que le ménage n'a pas été fait, que ce soit dans les idées ou que ce soit dans les hommes qui les mettent en œuvre. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui. L'héritage de François Hollande, c'est un héritage impossible du fait même de François Hollande qui a refusé cet obstacle électoral. Ouais. Alors juste un dernier mot, il nous reste une petite minute. Tiens, Frédéric Sinclair et Nicolas Corato. Alors très rapidement, Anne Hidalgo en meeting à Aubervilliers avec 2 tiers de place assise, voilà, 2 tiers d'une salle aux 2 tiers remplis. C'était extrêmement compliqué. On les a vus dans les images. Il y a un journaliste qui lui a posé une question ce matin. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère? Est-ce qu'elle peut tenir encore? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'au bout, Nicolas Corato, Anne Hidalgo? On sent que même pour elle, quand on la voit répondre à des questions, on sent que pour elle, ça devient extrêmement compliqué. Mais bien sûr que c'est difficile et franchement, on a tous connu des campagnes électorales. Je peux vous dire que c'est pas rose tous les jours, pour employer une expression socialiste. Peut-être qu'on peut lui reconnaître à Anne Hidalgo, au-delà de ses faiblesses et de ses qualités, le courage, parce qu'il faut du courage quand on est candidat pour aller faire des meetings dans des salles à demi vides ou à demi pleines, avoir des sondages en berne, des journalistes un peu goguenards. Mais souvenez-vous, je ne sais pas si ce sera son dessin, souvenez-vous de l'humiliation de Jacques Chirac à la campagne de 95 qui faisait la tournée des plateaux de télé de qui on se moquait, etc. Bon, il a fini par être élu, il est parti de très très loin. Frédéric Sinclair. Oui, en 2 mots, je dirais que on est vraiment dans un grotesque achevé pour Anne Hidalgo. Il me semble vraiment que il y a eu une erreur de casting de la part du PS qui s'est rallié immédiatement à elle sans prendre le temps de consulter plus largement. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est offert une porte de sortie honorable avec cette histoire de primaire populaire, même si elle a tendance elle aussi maintenant à l'éloigner. Mais il est possible que si une Christiane Taubira venait à être élue, eh bien, ça lui offrirait probablement l'occasion de revenir à la ville de Paris et de sortir. Merci Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite aux éditions Salvator. Merci à Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Son livre Grande gueule, plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle, c'est aux éditions Iridium. Dans un instant, le Loft Musique.